Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors cette émission avait été programmée pour mardi, mais l'actualité, en l'occurrence la mort de Margaret Thatcher, l'a déplacée. Nous allons parler de Marc Aurèle aujourd'hui sur Europe 1, en compagnie forcément de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici un cas fascinant et à peu près unique dans l'histoire d'un personnage à la fois souverain et philosophe, d'un homme qui doit forcer sa nature, disons, contemplative pour vivre dans l'action en tant qu'empereur de Rome. Nous parlons aujourd'hui d'un des plus grands empereurs romains, Marcus Aurelius Antoninus, nous disons-nous Marc Aurèle. Et oui, pour évoquer Marc Aurèle, vous avez convié deux grands connaisseurs de l'Antiquité. Et oui, nos auditeurs connaissent bien Danielle Porte, qui a longtemps enseigné à l'Institut d'études latines de la Sorbonne et qui est la gardienne du temple de l'Alésia jurassienne. Quant au professeur Yves Roman, qui enseignait l'histoire ancienne à l'université de Lyon, il est l'auteur chez Payot d'une biographie de cet empereur qui, vous allez bientôt pouvoir le constater vous-même, mériterait d'être mieux connu. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'époque où l'on apprenait volontiers par cœur la liste des empereurs romains, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on savait encore distinguer les Antonins des Julio-Claudiens, des Flaviens et des Sévères, et parmi ces Antonins, on accordait une place singulière à trois souverains, Trajan, Hadrien et Marc Aurèle. Ça, c'était pour le cours d'histoire. Et puis, on arrivait un peu plus tard en cours de philo, et au chapitre des Stoïciens, on parlait également d'un Marc Aurèle, et c'était le même, évidemment, né en 121 de notre ère, il y aura donc bientôt 1900 ans, associé au pouvoir impérial à 19 ans, en 140, devenu empereur à moins de 40 ans, en 161, et mort après 19 ans de règne en 180. Précisons que pendant les 8 premières années de ce règne, il avait associé au pouvoir un co-Auguste, on va y venir dans un instant, son frère d'adoption Lucius Verus, mort pour sa part en 169. L'auteur de l'histoire d'Auguste nous dit qu'il cultiva toute sa vie la lecture et l'emporta sur tous les empereurs par la pureté de ses mœurs. Et voilà, parmi tant d'autres jugements élogieux, de quoi figer Marc Aurèle dans le marbre, ce qu'avaient déjà fait ses innombrables statues. À ce propos, sachez que sur ces différents portraits de marbre, Marc Aurèle nous apparaît comme un homme serein et même assez rayonnant, les traits doux et cependant déterminés, avec des cheveux et une courte barbe très bouclée. Un grand empereur donc, longtemps considéré comme exemplaire, et nous allons voir que ce point de vue est en train d'évoluer depuis quelque temps. Un grand empereur doublé d'un grand philosophe stoïcien, comment voulez-vous après cela que le personnage soit considéré comme un être de chair et de sang avec ses doutes et ses émotions propres? Eh bien, donnant vie à la statue, vous savez, un peu comme Pygmalion avec sa Galatée en ivoire, nous allons aujourd'hui retracer l'existence pleine d'embûches de cet empereur qui n'était pas un être éthéré, loin s'en faut. Nous allons le découvrir chef de guerre, un peu malgré lui, éducateur, oh ça oui, ennemi de la peste et de la pauvreté, ennemi aussi, disons-le, des chrétiens, qu'il a persécutés avec, de son point de vue, les meilleures raisons du monde. Car, au passage, nous allons essayer, bien entendu, de cerner l'essentiel d'une doctrine philosophique, là encore beaucoup moins simpliste que ce qu'on a voulu en faire, et nous essaierons de voir jusqu'à quel point Marc Aurèle est lui-même l'auteur de ce mode de pensée. Je sais bien qu'au premier abord, ça peut sembler osé de consacrer une émission à Marc Aurèle à 13h sur Europe 1, mais en vérité, non seulement c'est tout à l'honneur de cette station, mais de surcroît, vous allez voir que ce qui est en question là-dedans, c'est bien l'éternel humain, et que finalement, comme tant de sujets, Marc Aurèle nous ramène lui aussi à nous-mêmes. Paradoxal chez Payot. Bonjour à tous les deux, je suis ravi qu'on puisse parler de Marc Aurèle. Je disais à l'instant que c'était pas une évidence de faire ça sur une grande radio généraliste au plein milieu de la journée, mais après tout, il n'y a pas d'heure pour parler de cet éternel humain qu'il incarne brillamment. Alors, vous avez dans votre biographie sous-titrée « L'empereur paradoxal », Yves Roman, vous avez présenté un Marc Aurèle qui est infiniment plus humain que ce que les anciens textes avaient bien voulu nous laisser entrevoir finalement. Je crois que j'ai écrit
ce qu'il y a dans les textes, et que les textes laissent découvrir un personnage, et un personnage qui est peut-être très, très paradoxal, mais qui est attachant aussi. Étant entendu que j'avais en tête ce mot de Rousseau qu'il vaut mieux être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés. Marc Aurèle, c'est un homme de devoir, c'est un philosophe, pas un théoricien de la philosophie, un philosophe qui est élevé pour gouverner le monde. Et oui, et il a été élevé, on peut dire, dans une perspective assez étrange, puisqu'il est lui-même l'héritier d'un héritier. Ça, c'est un cas assez rare, on peut dire même pas unique, mais c'est un cas assez rare dans la succession des empereurs de Rome. C'est un cas rare qui s'était déjà produit, mais de manière moins évidente au 1er siècle après Jésus-Christ. Et à 6 ou 7 ans, il est évident qu'il est appelé à gouverner le monde, quoi qu'on ait pensé des décisions d'Adrien en 136 et 138. Parce qu'il fut élevé sur les genoux d'Adrien, pour reprendre un texte antique, et que Adrien, malgré son caractère volcanique, a toujours eu un penchant pour le petit-neveu qu'était Marc Aurèle. C'était le petit-neveu de sa femme. Et qui était un enfant à l'époque. Il avait 6 ans. Oui, c'est ça. Oui. Il y a dans cette sorte de prédestination quelque chose comme de la clairvoyance chez Adrien, Daniel Porte. Il avait senti une nature hors du commun, ou bien est-ce qu'il s'agit simplement d'une fidélité à une lignée et au père, tout simplement, de Marc Aurèle? Non. Marc Aurèle montrait déjà dès l'enfance une prédestination, puisqu'il était non pas stoïcien exactement, mais enfin il avait les idées, le comportement stoïcien très tôt. Il voulait coucher sur la dure, il voulait s'habiller avec une tunique stoïcienne, c'est-à-dire quelque chose de rêche et d'anti-confortable. Et donc, on voyait déjà qu'il avait quelque chose dans la tête. Et je pense que c'est ce qui a séduit Adrien. Alors, évidemment, il a été, on l'a compris, tôt prédestiné. Et pourtant, il avait, lui, d'autres préoccupations qu'il manifeste jeune et qui sont des préoccupations philosophiques, Yves-Roman. Oui. Il avait moins de 10 ans quand il annonçait à sa mère qu'il voulait porter la tunique en question, couché par terre, et qu'il était quasiment entré en religion, et que sa religion, c'était la philosophie. Et il n'a jamais bougé par rapport à cette position. Fronton, son maître, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, a essayé tout ce qu'il pouvait faire pour le détourner de ce chemin, pour faire de lui ce qu'étaient tous les grands à Rome, c'est-à-dire un très bon orateur, mais se contenter de la rhétorique. Fronton a tenté d'annexer la philosophie dans la rhétorique. Il a échoué. Alors ce jeune homme, il va finir par se marier, mais il ne se marie pas avec celle qui lui était initialement destinée, Daniel Porte. Il va épouser Faustine, oui. La jeune, qui est évidemment la fille de Faustine l'aînée, si l'on peut dire. Ils vont être, je crois, assez heureux. Ils ont eu 14 enfants tout de même, qui n'ont pas tous vécu. Néanmoins, avec Faustine, il y avait une bonne entente, puisqu'elle l'a accompagnée pratiquement dans toutes ses campagnes militaires. Elle est d'ailleurs morte en revenant d'une campagne militaire, et on l'appelait la mère des camps, justement parce qu'elle était aux petits soins pour l'armée et pour les soldats, ce qui fait qu'ils formaient un couple uni. Pour comprendre, il faut se reporter dans la chambre impériale, dans la chambre d'Adrien, dans les premières semaines de l'année 138. Adrien est très malade, c'est un astrologue professionnel, et l'astrologie lui dit qu'il va mourir. Il a toutes les raisons de le penser. Et il ne peut même plus sortir, il convoque les sénateurs, et il leur dit voilà, Julius César vient de mourir quelques jours avant, et il leur dit voilà, j'ai fait une proposition d'adrogation, adrogation c'est une forme d'adoption, à Antonin, qui est allié à lui d'ailleurs, et il a quelques semaines pour me répondre. Il adopte Antonin en février et il meurt à l'été suivant. Antonin, dont il est de bon ton de dire aujourd'hui... Oui, il n'a que pas une très bonne presse, hein, si l'on peut dire. Antonin a remarquablement manœuvré. La première chose qu'il a faite, il a fait casser le testament d'Adrien qui exigeait l'adoption de Lucius Verus et sa succession à l'Empire, ce que Marc Aurèle a refait casser à son tour, en prenant Lucius Verus comme associé. Et surtout, il a fait un changement de fiancée, si j'ose dire, voilà. Par rapport à Marc Aurèle. C'est-à-dire qu'on a écarté Saionère Fabia, qui était la sœur d'Julius César, et la nouvelle fiancée, c'était Faustine la jeune, qu'il a épousée, avec lequel il a eu en 147 ou 146, il a eu un certain nombre, une très grande famille. Ce qu'il faut voir, c'est que ces
gens sont... on a toujours dit l'adoption et ainsi de suite, c'est vrai. Et on a toujours insisté sur le fait que c'était le meilleur qui succédait. On peut discuter, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les arbres généalogiques montrent, c'est qu'ils sont tous parents par les femmes. Et voilà. Et que Faustine la Jeune, épouse de Marc Aurèle, avaient tous deux la même arrière-grand-mère. C'est-à-dire Mathilde l'Ancienne, et que Mathilde l'Ancienne, c'était la nièce de Trajan. Alors quel couple formaient-ils ensemble? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire de Marc Aurèle aujourd'hui sur Europe 1 avec vous Franck et vos deux invités. Alors nous avons évoqué le nom de Faustine. Elle n'a pas très bonne réputation, cette Faustine Ivroman. Non, la réputation de Faustine est très discutable parce que nous avons un certain nombre de sources qui nous la dépeignent comme une femme légère, et la légèreté se voyait, et il y a tout un point de vue romain là derrière à travers Commode, puisqu'on disait à Rome qu'il n'était pas le fils de Marc Aurèle. Faustine aurait eu une relation avec un gladiateur, et ceci expliquait les Romains pensant que les fils héritaient des qualités du père, y compris de manière posthume, il y a un texte de Cicéron là-dessus. C'était un gladiateur qui a tué 10 000 personnes dans l'amphithéâtre de sa main gauche d'une inscription. C'est pas compliqué, c'était le fils d'un gladiateur. Et on nous raconte qu'on a utilisé la magie, on a fait exécuter le gladiateur. Faustine s'est lavée dans le sang du gladiateur, après quoi elle a repris la vie normale et commune, et à tous les points de vue avec son mari. On est vraiment dans la Rome antique telle qu'on l'aime, là. Absolument. Tel que la Despins Suétone, qui est une vraie concierge, Oui. tel que la Despins Plutarque, qui est aussi une vraie concierge. Mais pas de même niveau. Non. Vous mettriez Plutarque au-dessus, j'imagine. Absolument. Nettement. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est la mère quand même dans tout ça, qui joue un rôle aussi très important dans la formation, notamment dans la formation du caractère du jeune homme. La mère de Marc Aurèle est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Elle est morte très jeune. Il a une adoration pour sa petite mère. Il y a un texte où il dit qu'il a beaucoup discuté avec sa petite mère qui était assise sur son lit et dans une lettre à Fronton. C'était une femme extraordinaire qui écrivait un grec absolument parfait pour une raison qui est peut-être claire. Elle était peut-être d'origine grecque, parce que le Sévérus, l'arrière-grand-père de Marc Aurèle, était peut-être bithynien. Et nous avons une lettre de Fronton à Marc Aurèle jeune, où Fronton dit à Marc Aurèle « J'ai écrit à ta mère, mais je t'envoie la lettre d'abord. Tu es beaucoup plus versé en grec que moi, alors si j'écris une bêtise, corrige-la. » Ouais. Donc on pourrait presque dire qu'il y a là un point commun avec Adrien aussi, hein, ce grand Absolument. Intérêt pour la... Oui, sauf que Adrien aimait les grands repas et la mère de Marc Aurèle lui a appris au contraire la frugalité. Et voilà. D'ailleurs, cette frugalité, on la retrouve dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, mais certains ont reproché à l'époque à Marguerite Yourcenar d'avoir un peu mêlé les deux psychologies, celle d'Adrien et celle de Marc Aurèle dans cette affaire. Mais enfin, il y a un texte d'Adrien qui montre qu'il aimait vraiment les grands repas bien arrosés. Voilà. Alors que après la chasse, à mon avis. Alors que Yourcenar nous montre tout le contraire, bien avant, entendu. il buvait de l'eau. Alors, il va devenir l'empereur. Alors, c'est assez étonnant, cette idée de de coprésidence. Il y a deux empereurs, en fait. Marc Aurèle va associer Lucius Verus à son empire jusqu'à la mort de Lucius Verus, jusqu'en 169, Daniel Porte. C'est-à-dire qu'il y avait un Auguste et un César. Mm-hmm. Donc, c'est à l'avènement d'un personnage quelconque qui en général est Auguste, alors qu'ici c'est le contraire, c'est Lucius Verus qui va être l'Auguste et Marc Aurèle qui va être le César. Mais on s'annexe, si l'on peut dire, quelqu'un qui va vous succéder, qui fait ses classes auprès de vous et dont on est à peu près sûr qu'il continuera s'il vous arrive quelque chose. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir l'institution. Mais il y en a enfin pas toujours, mais à cette époque, il y a deux personnages associés. Et on le verra après, où il y en aura même quatre avec oui, bien un sûr, petit peu plus tard. La période des 4 empereurs, bien sûr. Alors ce personnage de Lucius Verus est donc nettement plus jeune que Marc Aurèle. Non, pas tellement. Marc Aurèle est un peu plus âgé, mais ils ont été élevés ensemble. Il a reçu la même éducation. Seulement, si je résume, les textes sont un peu contradictoires. Les uns nous le présentent comme un sauteur, avec le sens de ce mot en français correct, et il avait mis sur pied une boîte de nuit dans le palais impérial. Et quand il était hors d'état, on la ramenait sur des coussins dans ses appartements. À partir de là, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Ou le considérer comme un fêtard complet, ou de considérer que le fêtard était aussi capable sur le plan militaire quand il résidait à Antioche et qu'il commandait toutes les armées d'Orient.
il y a eu des fêtards dans le haut commandement romain dans le passé, sous la République. La réponse est incertaine parce que Fronton était trop lié à la famille impériale pour dire des choses très négatives. Il était un peu, en quelque sorte, sous influence lui-même. On ne peut pas toujours faire parfaite confiance à tous ces auteurs. On ne peut pas écrire un gouvernant qu'il est une vraie fripouille ou un incapable. Oui, c'est assez délicat. Alors, et Marc Aurèle lui-même, quel genre d'empereur va-t-il être ? Est-ce qu'on peut résumer les grands apports de son règne ? Angoissé, tatillon, efficace. Et avec quelque chose, là aussi, qui est très paradoxal, les grandes invasions étant commencées, il a fait front et il a passé des années et des années sur le Danube, où c'était pas d'un agrément extraordinaire du point de vue du climat. Il y a même quelqu'un un jour qui lui a dit, alors qu'il avait posé une question, je te répondrai quand il fera moins froid. Finalement, il n'aimait pas ça, la guerre, Daniel Portes. Il avait horreur de cela. D'ailleurs, il est mort en disant quelle chose horrible que de faire la guerre. Oui. C'est son dernier mot. Mais il a passé sa vie à faire ce qu'il n'aimait pas. Oui. Seulement, il faut dire que les circonstances ne l'ont pas aidé, parce qu'à un moment, ça a été une crue du Tibre qui a emporté tous les quartiers. Après la crue du Tibre, il y a eu une invasion ou une menace d'invasion en Arménie. À ce moment-là, il a envoyé Lucius Verus. Lucius Verus a été vainqueur avec Cassius Severus, mais malheureusement, il a rapporté la peste. En plein milieu de la peste, voilà une comment qui commence à menacer les frontières. Par conséquent, il y a eu une succession de catastrophes, mais là, il n'y pouvait rien, bien entendu, qui l'ont obligé à se porter lui-même sur les fronts, alors qu'il n'aimait pas la guerre, mais il allait en général réconforter ses soldats. C'est pour ça qu'il a fait une dernière expédition, à laquelle il est resté, mais uniquement pour réconforter des soldats qui commençaient à paniquer devant les invasions barbares. Donc on peut dire que cet homme, finalement, se sera contraint toute sa vie par sens du devoir et par respect des fonctions qui lui avaient été assignées, en vérité. Y compris sur le plan militaire. Si vous voulez, sur le plan militaire, il y a deux problèmes pour les Romains. C'est l'Arménie. Où vous tenez l'Arménie, vous êtes maître de l'Orient, où il faut faire stationner des troupes considérables en Syrie. Et le deuxième problème, c'est le Danube. Et le Danube, un fleuve n'est pas une frontière. Donc le Danube est perméable et il y a le couloir de Moravie qui voit passer depuis des siècles et des siècles des quantités de gens. Et les grandes invasions sont commencées. Eh bien, Marc Aurèle a fait front. Il a su remarquablement s'entourer de gens qui ont été des généraux tout à fait exceptionnels, dont Pompeianus, dont il a fait son gendre, en contraignant sa fille, qui était la veuve de Lucius Verus, à l'épouser. Et Pompeianus est un militaire extrêmement compétent. On peut en citer un autre, c'est Pertinax, qui est devenu empereur après Commode. Et des gens extrêmement compétents. Avec, sur le plan militaire, des décisions qui étaient tout à fait remarquables. Seuls les sénateurs pouvaient commander des légions. Et il y avait là un butoir. Et ce butoir, Marc Aurèle, évidemment, ne l'a pas fait sauter. C'est bien après lui qu'il a sauté et qu'on l'a fait sauter. Mais il l'a contourné, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les grands chefs militaires d'origine équestre entrent. Il a décidé qu'ils entreraient. Il les a fait entrer individuellement au Sénat. À ce moment-là, ils ont pu commander des légions et des armées. Alors, qui était l'autre Marc Aurèle, en quelque sorte ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Finalement, on verra d'ailleurs peut-être que c'était essentiellement le même homme dans toutes ses différentes fonctions. Je vous propose d'entrer un peu en connivence avec la pensée de Marc Aurèle dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant plus particulièrement à la pensée de Marc Aurèle. Il y a quelques mois, je me suis trouvé en vacances dans un lieu très isolé. Je n'avais pas emporté de livres, je n'avais pas d'ordinateur avec moi et je trouve dans la bibliothèque des lieux un incroyable petit ouvrage que je n'avais jamais lu. C'était donc Les Pensées de Marc Aurèle, une sorte quasiment de bréviaire utile à nos temps contemporains. C'est ainsi en tout cas que l'éditeur le présentait. J'ai ouvert ce petit ouvrage, je me suis plongé dans Marc Aurèle. J'y ai trouvé un style d'une très grande pureté, pour autant qu'on en puisse juger par la traduction française évidemment. Et j'y ai trouvé des pensées qui ne m'étaient pas étrangères, car c'est celles que j'avais étudiées évidemment autrefois lorsqu'on me parlait de philosophie stoïcienne. Nous allons y venir tout à l'heure. Si les dieux ont délibéré sur moi et sur ce qui devait m'arriver, écrivait Marc Aurèle, ils ont sagement délibéré, car un dieu inconsidéré ne serait pas facile même à imaginer. Et pour quelle raison les dieux auraient-ils été poussés à me faire du mal ? Quel profit en serait-il revenu soit à eux-mêmes, soit à cet univers, qui est la principale de leurs préoccupations ?
Mais s'ils n'ont pas délibéré sur moi en particulier, ils ont de toute façon délibéré sur l'ensemble des choses au nombre desquelles, par voie de conséquence, se trouvent aussi les choses qui m'arrivent. Je dois donc aimablement les accueillir et m'en montrer content. Se montrer content finalement de ce qui se passe, de l'environnement, des événements eux-mêmes. Et on va voir quel est le rapport si singulier de Marc Aurèle à l'événement. C'est peut-être le fond même de cette sagesse qui est la sienne. Ce concombre est amer, écrit-il, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, passe à côté d'elles, c'est la seule chose à faire. Inutile de dire pourquoi ce genre de choses existe-t-il. Et il y a là, dans cette dernière question, il y a comme tout un rejet de l'ensemble de la philosophie de l'époque. Ça aussi, on va y revenir. Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la rose au printemps et les fruits en été, écrit-il par ailleurs. Il en est ainsi de la mort, de la calomnie, des épreuves et de tout ce qui réjouit ou afflige les imbéciles. Et Marc Aurèle écrivait aussi « Je voudrais avoir la force de supporter ce qui ne peut pas être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Et d'ailleurs, cette phrase-là était en exergue du petit ouvrage dont je vous parle. Avec néanmoins immédiatement une note et un renvoi en bas de page pour indiquer au lecteur qu'il s'agissait en vérité d'une pensée d'Épictète. Quels sont les liens entre cette sagesse vécue de l'empereur Marc Aurèle et la pensée d'Épictète? Eh bien, c'est également ce que je vous propose de voir assez vite. L'homme ordinaire, disait Marc Aurèle, est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même, et ça lui aura servi évidemment de devise dans son comportement au quotidien et dans la façon qu'il avait d'exercer le pouvoir. Voilà un homme qui est d'abord exigeant avec lui-même et qui n'impose pas à ses généraux, à ses administrateurs, ce que lui-même ne serait pas en mesure d'attendre de lui. Creuse en dedans de toi, c'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans arrêt si tu ne te lasses pas de creuser. Alors là, il y a une pensée qui pourrait faire penser à certains philosophes chrétiens, je pense à saint Augustin bien entendu, mais vous allez voir que par ailleurs, la position de cet empereur de Rome face aux chrétiens est assez inflexible. Toi, tu fuis ou tu recherches tout comme si tout devait être éternel. Encore un peu de temps et tu auras fermé les yeux, un peu de temps encore, et celui qui t'a porté en terre, un autre déjà le pleurera. Cette fugacité, n'est-ce pas, vulnerant omnes, disaient les Romains, toutes les heures blessent et la dernière tue, cette fugacité de l'existence humaine, c'est peut-être elle qui l'aura conduit jusqu'à la philosophie d'Épictète, c'est donc peut-être cette expérience-là qui l'aura déterminé plus même que ses lectures ou que sa formation. Un extrait sur Europe 1 de La Clémence de Titus, un opéra de Mozart, Franck. De quelques-uns, écrivait Marc Aurèle, on ne s'est même pas souvenu un instant. Ceux-ci sont passés dans les légendes, ceux-là ont même disparu des légendes. Et ceci en tête, inévitablement ton pauvre agrégat se dissoudra, ton faible souffle s'éteindra ou bien il émigrera et s'installera ailleurs. C'est un énorme paradoxe, puisque c'est le sous-titre de la biographie d'Yves Roman, l'empereur paradoxal. Quel paradoxe, Daniel Porte, que ces mots sous le stylet d'un homme qui, par ailleurs, gouvernait la moitié du monde connu. Ce qui était extraordinaire, c'est que Marc Aurèle a la même philosophie qu'Épictète, qui lui était esclave. Il pensait un petit peu la même chose, mais il y a en plus chez Marc Aurèle, je crois, un paradoxe supplémentaire qui est que sa philosophie stoïcienne rejoint très souvent l'épicurisme. Le stoïcisme et l'épicurisme, qui sont les philosophies les plus éloignées qu'on puisse imaginer, se rejoignent en fait.
Mais donc c'est assez inattendu de la part d'un homme d'État en quelque sorte que cette synthèse des deux pensées stoïciennes et épicuriennes. Je crois que c'est un exemple peut-être pas unique, mais enfin qui se recommande à l'attention. Il avait tôt, nous disiez-vous tout à l'heure, Yves-Roman, il avait tôt versé dans la philosophie, alors qu'évidemment son éducation pour régner aurait dû le conduire plutôt à la rhétorique notamment et à des disciplines plus formalistes. Marc Aurèle a eu plus de 20 maîtres. Il n'est jamais allé à l'école, il a eu plus de 20 maîtres, dont des philosophes qui étaient parfois de tendances un peu différentes. De mon point de vue, je crois qu'il faut dire ceci. Marc Aurèle n'est pas un philosophe théoricien. C'est pas quelqu'un qui discute la théorie philosophique. Il la vit et il la met en pratique. Il est avant tout un homme d'État et il réalise la synthèse de deux choses parfaitement contradictoires, c'est-à-dire la philosophie d'une part. Il faut bien voir que ceux qu'il cite dans ses ouvrages ont été pour une très large part ou contraints au suicide ou exécutés par les empereurs, notamment de la dynastie flavienne. Donc on a donc un héritier du trône, il n'y a pas de trône, mais un héritier du pouvoir, qui est l'héritier des gens des maquis, si j'ose dire. Ce qui est quand même, stoïcien maquisard, c'est un peu étrange, mais ça fait comprendre dans la comparaison avec le monde d'aujourd'hui. Et tout ceci cohabite chez Marc Aurèle. C'est donc un homme de décision, mais qui, la nuit tombée, alors il commande sur le Danube le jour des armées et il parle en latin, et la nuit il écrit en grec des pensées philosophiques. Donc on peut parler d'une véritable dualité chez cet homme, de ce point de vue. On va y venir dans un instant. Forcément. Pas forcément, parce que on verra à quel point il met néanmoins sa pratique du gouvernement en accord avec sa pensée. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Daniel Porte et Yves-Roman qui sont historiens. Ils sont vos invités, Franck, aujourd'hui pour nous parler de Marc Aurèle. Avant d'aller plus avant dans cette pensée de Marc Aurèle et dans sa mise en pratique, j'aimerais, Daniel Porte, que nous revenions sur ces deux courants philosophiques que vous avez évoqués, qui sont fondamentaux et qui ne sont pas forcément très connus de la plupart de nos auditeurs. Le stoïcisme d'un côté, l'épicurisme de l'autre. Vous nous avez dit, finalement, Marc Aurèle est un élève d'Épictète, mais en même temps, on trouve sous sa plume un grand nombre de citations et d'éléments d'Épicure. Quelles sont les racines de ces deux pensées, en quelque sorte ? L'épicurisme, c'est essentiellement une philosophie du temps. Le stoïcisme aussi, mais on ne conçoit pas le temps de la même façon. C'est-à-dire que pour l'épicurien, chaque instant doit être vécu en lui-même parce qu'il est indépendant de tout le reste. D'où l'idée de l'atome, puisque les épicuriens sont connus pour avoir promu la philosophie de l'atome, avec Lucrèce par exemple. Et à côté de cela, l'idée que le monde est gouverné par le hasard, c'est-à-dire que les atomes tombent un peu au hasard. Quand même, l'absurde, absolument. Alors que pour le stoïcien, il y a au contraire une continuité. Chaque instant dépend de celui qui l'a précédé et précède celui qui va venir. Donc on s'inscrit dans la continuité. Dans un continuum, en quelque sorte. Un continuum, absolument, avec l'histoire, le goût de l'histoire et le goût de la recherche des causes, parce que le monde est gouverné essentiellement par la raison. C'est le nous, si vous voulez. Donc, on appelle ça le principe directeur dans certaines traductions, on appelle ça l'esprit, on appelle ça le génie, ça dépend. Mais il y a quelque chose qui peut justifier... Une forme de transcendance, quand même. Qui peut justifier tout ce qui arrive et qui ne serait pas prévu par la raison. Il y a une pensée de Marc Aurèle qui dit ou des atomes ou une providence. Et lui, il fait son choix. Il écarte les atomes et il croit à la providence, c'est-à-dire qu'il croit à une providence qui gouverne le monde. Et pour les stoïciens qui vivent essentiellement dans le présent, le monde et Dieu, c'est la même chose. C'est un panthéisme. Alors donc, ce qui veut dire qu'il est quand même plus stoïcien qu'épicurien. Mais on trouve des résurgences épicuriennes au milieu de cette pensée. Oui. C'est peut-être en cela qu'il fait preuve d'ailleurs d'une forme, j'allais dire d'amateurisme. En tout cas, il n'est pas un théoricien puisqu'il emprunte à deux courants de pensée, somme toute clairement distincts, voire sur certains points opposés. Absolument. Il essaye de concilier deux choses inconciliables, mais il est tout de même bien stoïcien pour ce qui est de son goût de l'action, de son goût du devoir, et même, il l'a montré, je crois, cette préférence pour le stoïcisme, dans un épisode de sa vie qui est assez connu. C'est le moment où il doit faire la guerre contre les envahisseurs qui sont venus jusqu'à Aquilée, qui est la dernière forteresse avant la défense de Rome.
Et à ce moment-là, comme il n'y a pas d'argent, il va vendre tout. Il va réaliser son goût pour le stoïcisme et pour le dépouillement qu'il avait étant enfant. C'est-à-dire qu'il va vendre ses tableaux, ses objets d'art, ses statues. Il va vendre même la garde-robe de sa femme qui était en pourpre, ses perles, enfin ses gemmes, etc. Ce qui fait qu'il a pu faire toute une guerre sans avoir levé d'impôts. Et il a même fait mieux, c'est qu'il a dispensé d'impôts, je ne dirais pas les smicards, mais enfin, autrement dit, il était vraiment stoïcien et empereur. Et il a réussi aussi à concilier alors ça c'est dans les pensées plus que dans sa conduite, à concilier le stoïcisme avec l'épicurisme en ce qu'il s'est toujours positionné par rapport au présent et il s'est toujours demandé ce qui, non pas allait arriver, mais ce qui était en train de lui arriver. Il a toujours prôné le présent comme étant ce qu'il fallait vivre, puisque le passé, c'était du passé, et que l'avenir, on ne savait pas s'il y aurait un avenir. Donc ça, c'est sa pensée, je crois. Elle était souvent épicurienne et son action était stoïcienne. Ce qui amène ça peut se discuter, naturellement. un certain apprivoisement de la mort, finalement. Mais il a pensé toute sa vie à la mort. Il est incertain où la mort nous attend, attendons-la partout, ça c'est Montaigne. Mais c'est aussi Marc Aurèle. Autrement dit, à chaque instant, il se figurait ce qui allait arriver et il était hanté, je crois, par la mort, parce que dans toutes les pensées, on a un peu la même idée. Un tel était célèbre, il est mort. Un tel était célèbre, il est mort. Un tel était célèbre, il est mort. Et toi ? Oui. Eh oui. C'est d'ailleurs amusant, hein, cette espèce de lignée également qu'on peut établir peut-être entre Épictète, Marc Aurèle et jusqu'à Montaigne, Montaigne. etc., bien sûr. On peut remonter jusqu'à Sénèque aussi. Et d'ailleurs, parce que la Sénèque, même bien pensée sûr, bien sûr. pense que c'est peut-être ta dernière journée en faisant ton bilan le soir. Mais ça, c'est pas une pratique stoïcienne. Il l'a emprunté à une autre philosophie. Alors, on va venir tout à l'heure à ce qu'évoquait rapidement Daniel Porte, c'est-à-dire à son lien avec la pauvreté, le statut des esclaves et même le regard qu'il portait sur les femmes, enfin toutes ces, parce qu'après tout, au poste, aux responsabilités qui étaient les siennes, il avait évidemment de très grands moyens d'intervenir sur la société. Avant cela, j'aimerais qu'on évoque peut-être le moraliste. Il y a chez lui une sorte d'observateur du monde et des hommes. Hein. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur nous-mêmes que nous ne redoutons celle que nous portons nous-mêmes à notre égard, écrivait-il. Et puis, de façon encore plus anecdotique, si je puis dire, dès l'aurore, dis-toi à l'avance, je vais sûrement rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un perfide, un jaloux, un égoïste. On peut dire qu'il payait chaque jour pour le savoir. Oui, il faut aimer ceux qui t'insultent. Certainement, c'est aussi sa pensée. Mais si vous ne parvenez pas, il y a la solution ultime. C'est d'imaginer le personnage qui est désagréable avec vous dans une position très, très, très inconfortable, et notamment à la selle. Et donc ça c'est stoïcien par excellence. Mais on pourrait presque dire que ce sont presque des trucs pour mieux vivre. Oui. Hein. Il y a cet aspect. Hein. C'est pour ça que je parlais de bréviaire tout à l'heure. Il y a évidemment cette dimension chez le personnage. Pour parvenir au fait que l'extérieur ne doit pas avoir de prise sur vous. Si bien que Marc Aurèle était toujours impavide, et certains le lui ont reproché. On ne pouvait pas voir sur son visage ce qu'il pensait. Est-ce qu'il était différent en cela des autres Romains ? Est-ce qu'il y a une spécificité de Marc Aurèle par rapport à son temps et à ses contemporains ? Est-ce que tout le monde était plus ou moins philosophe dans la Rome antique ? Où tout le monde était plus ou moins philosophe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement, comme le disait Yves Roman, de dogmatisme. On n'est pas philosophe parce qu'on étudie une école philosophique, on est philosophe parce qu'on vit une philosophie et que cette philosophie vous oriente dans votre façon de vivre. Alors c'est pour cela que tout à l'heure je parlais de l'épicurisme, parce que l'épicurisme était très répandu à une époque où il y avait les guerres civiles, et puis après il y a eu le stoïcisme, mais dans les deux, il y a le chemin vers le suicide. L'épicurien se suicide quand il en a assez de vivre, comme Atticus par exemple, comme Messala à l'époque d'Auguste. Mais le stoïcien se suicide aussi, seulement il s'ouvre les veines, alors que l'épicurien cesse de manger tout simplement parce que la nature doit le tuer. Et donc il y a cette espèce à la fois de résignation et de goût de vivre dans l'âme romaine à l'époque de l'Empire. Et Marc Aurèle, je crois, aimait vivre. Puisque c'est aussi de lui, le matin quand tu te lèves, pense à une chose, c'est que tu as le privilège de vivre, le privilège de respirer et le privilège d'être heureux. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand et ses invités, je vous rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui à Marc Aurèle.
Il n'y a de philosophie utile chez ces Romains qu'à partir du moment où elle s'inscrit dans un vécu, si je comprends bien ce que nous disait Daniel Porte à l'instant. Alors, Yves Roman, je rappelle le titre de votre ouvrage, Yves Roman, Marc Aurèle, l'empereur paradoxal, chez Payot. On peut dire, Yves Roman, que Marc Aurèle a directement appliqué ses préceptes, sa façon d'envisager le monde et la vie dans ses actes de gouvernement. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il a été adulé par une bonne partie de l'aristocratie romaine, parce qu'il représente l'idéal du bon gouvernant. Il y a une discussion qui est récurrente durant le 1er siècle après Jésus-Christ, et Néron est la contre-épreuve, si j'ose dire. L'idéal de l'aristocratie romaine, c'est que celui qui gouverne doit aussi être un philosophe. Et la synthèse se fait avec Marc Aurèle. Elle se fait tellement bien que quand il meurt, les Romains le rangent immédiatement au rang des dieux. Alors, on peut dire, Daniel Porte, qu'il a eu, vis-à-vis des pauvres, on en disait tout à l'heure un mot, une attitude très particulière. Il a même fondé une institution pour 5000 jeunes filles pauvres, en l'honneur de Faustine d'ailleurs, pour qu'elles puissent avoir une éducation. Il avait une conception assez équitable, en quelque sorte, de la contribution. Et notamment, il a fait évoluer un certain nombre de règles de jurisprudence sur l'indemnisation. Oui, le système est extrêmement centralisé. Et là encore, on retrouve Adrien, le volcanique Adrien, qui a réformé à grandes enjambées, et il a renforcé considérablement le Conseil du Prince. Et le Conseil du Prince, c'est un organisme qui gouverne le monde. Le prince il préside un conseil où il y a ses amis personnels, ses amis à la romaine, qui ne sont pas ses amis personnels, mais des amis, et il y a désormais des juristes professionnels. Et c'est le véritable gouvernement du monde, et il y a une immense centralisation dans cet empire, ce qui fait que c'est un élément considérable d'unité du monde romain. Parce que, comme l'a écrit Fronton à Marc Aurèle, tu comprends, moi je peux écrire quelque chose, sous-entendu, on s'en moque pas complètement, mais presque. Tandis que toi, si tu écris quelque chose, ça fait jurisprudence et c'est répercuté jusqu'aux confins du monde. Avec également des points de vue assez avancés sur l'esclavage. En matière d'esclavage, il prend la suite d'Antonin de ce point de vue. Il faut être le plus humain possible, étant entendu qu'on ne remet pas en cause l'esclavage. Mais on essaie de faire en sorte que les esclaves soient traités le plus humainement possible. Et quand il y a un Marc Aurèle, la grande affaire de Marc Aurèle, c'est la justice. Et dans tous les actes de justice qui ont été les siens, la justice était rendue de la manière la plus humaine possible. Y compris si c'était assez douteux sur le plan juridique, mais si c'était favorable à des individus précisément comme les esclaves. Et vis-à-vis des femmes, quel est son... Vis-à-vis, alors les femmes, si j'ose dire, c'est un immense dossier à Rome. C'est un immense dossier à Rome parce que les femmes, sous la République, j'espère que Daniel Porte sera d'accord avec moi, c'est un moyen de maintenir son nom et de maintenir le culte familial. Il y a un juriste qui a écrit ou quelque chose comme cela, à peu près, c'est une passerelle entre des familles. Un point, c'est tout. Et il y a une évolution considérable du rôle des femmes qui passe par quelque chose de très important à Rome, qui est le testament. Le testament, à l'origine, c'est un acte viril et les femmes en sont écartées. Et par des biais juridiques que nous n'avons peut-être pas totalement compris, les femmes arrivent au IIe siècle à hériter et ce que décide Marc Aurèle, c'est qu'elles pourront transmettre à l'égal des hommes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que Rome est bâtie, l'aristocratie romaine entre autres, sur la transmission des patrimoines. Lorsque je vous écoute et que je prends conscience des différents aspects de cette personnalité, donc comme vous le dites, paradoxal et complexe, un très grand respect des choses établies et en même temps un sens aigu de la justice, une volonté d'action tout en ayant constamment conscience des implications de chaque acte. Enfin, tout ça, c'est un philosophe au pouvoir, en quelque sorte. On peut comprendre qu'il n'ait pas aimé les chrétiens, Daniel Porte. Sainte Blandine sera la tâche la plus épouvantable sur le prestige de Marc Aurèle, évidemment. On ne peut pas dire qu'il ne les ait pas aimés. Il s'inscrivait, je crois, dans la continuité, là aussi, de la méfiance qu'on avait envers les chrétiens, essentiellement d'ailleurs, parce qu'ils refusaient la divinité de l'empereur. Ils avaient un seul Dieu, et ils n'acceptaient pas la divinité de l'empereur. À part cela, ils auraient pu adorer 25 dieux, et ils ne s'en sont pas privés, 25 dieux à la fois,
être initié à pas mal de mystères à la fois, aussi bien Mitra que Cybèle, etc., que Isis et tout le reste. Mais on ne leur en voulait pas, c'était la liberté parfaite. En revanche, les chrétiens refusaient d'adorer l'empereur et en cela, il constituait un danger. Alors, je crois que Marc Aurèle a continué cette vision des choses, comme Adrien d'ailleurs, comme Trajan et tout le reste. Trajan, par exemple, on le voit dans le panégyrique de Trajan de Pline. Donc bien avant Marc Aurèle. Bien avant, bien sûr. Mais déjà, lui était féroce, si on peut dire, contre les chrétiens, sans avoir de raison particulière de doctrine ou d'autre chose, mais uniquement parce qu'il représentait un danger pour le pouvoir impérial. Vous avez évoqué subrepticement Sainte Blandine, hein, c'est cette chrétienne martyrisée à Lyon. Oui. On est dans les années 177. Les chrétiens sont donc un peu des fanatiques aux yeux de l'empereur. Aux yeux de Marc Aurèle, oui, qui recherche la mort, et ça il ne le comprend pas parce que c'est contraire à la volonté de la providence. Si vous voulez, pour comprendre les choses, le polythéisme était très très large. Il permettait beaucoup de choses. La liberté de conscience n'existe pas à Rome avant le texte de Galère, 313. Mais nul ne pouvait avoir, a dit Cicéron, d'autres religions que celle de sa cité. Mais le polythéisme était très accueillant, ça ne posait pas de problème. Ça posait problème le jour où un certain nombre de gens ont dit « nous n'avons qu'un seul Dieu et nous refusons d'en reconnaître d'autres ». Oui. Le problème, et c'est posé le problème juif. Et il y a un cri dans l'amphithéâtre en Afrique qui a été repris par un spécialiste de l'Afrique, Claude Le Pellet, où quelqu'un a crié à l'adresse des gouvernants « le troisième Génus, ça suffit, ça veut dire le troisième peuple ». Il y avait déjà un deuxième peuple dans le peuple, on ne pouvait pas en accepter un troisième, telle était la position, je dirais, des païens, et aussi la position de Marc Aurèle, qui n'est pas un persécuteur. Un persécuteur, c'est quelqu'un qui prend un édit de persécution. Oui. Il y a eu des discussions terribles en 1977 dans un grand colloque